Bienvenue dans un nouvel épisode de Kirae, le média qui écoute les chevaux et éclaire les humains. Hello à tous, aujourd'hui pour ce deuxième épisode du format Impro au micro, j'ai le plaisir d'accueillir Camille qui a un métier rare. En effet, elle fait de nombreuses recherches sur le cheval et le monde équestre dans l'histoire. Pour rappel, le concept de ce format est de donner la parole aux professionnels du milieu équestre ayant pour objectif d'optimiser le bien-être des chevaux. Pour commencer, Camille, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et nous expliquer ce que tu fais exactement ? Alors, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et je suis doctorante en histoire équine, plus précisément en histoire moderne. Je suis à l'université de Strasbourg et je fais une thèse sur l'histoire des chevaux de 1665 à 1791 dans le cadre des haras royaux, donc les ancêtres des haras nationaux. Et j'étudie l'histoire des chevaux, l'histoire vétérinaire aussi de ces chevaux-là, qui sont surtout des reproducteurs. Des étalons et des poulinières, et je vois un petit peu comment ça se passait pour eux dans ces haras-là. Alors super intéressant, mais qu'est-ce qui t'a du coup amené à étudier l'histoire du cheval et du monde équestre du coup en général, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend rarement, voire même jamais comme métier. Alors en fait, forcément déjà je suis cavalière de dressage, et ça me semble important de le préciser parce que c'est vrai que dans le dressage on a souvent tendance à revenir sur des figures anciennes, en revenant sur des principes qui sont avancés par des écuyers du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, en invalidant ou en validant au contraire leur méthode. Et donc moi, c'est vrai que par les coachs que j'ai pu avoir en étant enfant et adolescente, on a beaucoup échangé sur les techniques de l'époque. Donc moi, ça m'a déjà donné un premier aspect de ce qu'on peut faire en histoire. Et ensuite, c'est un sujet que j'ai développé quand j'étais en licence. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des professeurs en licence d'histoire sur l'histoire animale. Et puis ensuite, j'ai fait un mémoire de recherche en master d'histoire sur l'élevage et les soins vétérinaires des chevaux en Lorraine du 15e au 18e siècle. Au cours duquel j'ai parlé principalement du Artar, qui était l'ancienne race lorraine, et qui m'a permis en fait une première approche des sources sur lesquelles je travaille actuellement pour ma thèse. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, comment tu peux trouver, parce que du coup, encore une fois, c'est vrai que nous, en tant que simple cavalier, j'ai envie de dire, on va regarder sur Internet ou autre. Toi, pour vraiment mener à bien ces recherches, où est-ce que tu vas pour trouver les ressources ? Alors moi, les ressources, elles sont principalement aux archives. Donc des archives nationales qui sont à Paris, les archives départementales. Donc il y en a à peu près un gros dépôt dans chaque département. Et je travaille aussi avec d'autres archives, comme par exemple celle du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Armée. Parce que, en fait, les chevaux, du moins moi, pour la période sur laquelle je travaille et pour le contexte des haras royaux, c'était une administration. Donc, en fait, tout était centralisé par l'État. Et donc, forcément, on a réussi à récupérer énormément d'archives sur le sujet. Donc, moi, ce sont surtout des documents manuscrits. Donc, il faut réussir à déchiffrer les écritures du XVIIe, XVIIIe siècle. Et ça, même quand on est habitué, c'est pas toujours facile. Et aussi, j'ai quelques documents imprimés qui vont surtout être les ordonnances, les grands textes de loi ou alors les traités d'équitation des grands penseurs qui, eux, vont être imprimés. Et eux, ils sont accessibles. Si les auditeurs ont envie d'aller les consulter, ils sont accessibles sur Gallica pour la plupart. Donc, ça permet aussi au public cavalier de s'intéresser un petit peu à cette histoire-là. Mais après, pour parler de l'histoire des chevaux de manière plus générale et pas seulement sur ma période ou sur mon sujet de thèse, on a aussi des sources qui vont être réservées aux archéologues, qui sont tout simplement les ossements, qu'on étudie par le biais de l'archéozoologie, tout simplement parce qu'en fait, sur les os, on arrive à voir l'impact du travail qui a pu être fait même il y a des milliers d'années. On peut aussi voir les maladies ou même les méthodes de mise à mort des chevaux. Donc ça, c'est super intéressant. Et depuis peu, on arrive aussi à faire des recherches parasitaires pour voir si les chevaux étaient infestés ou pas.
Donc c'est assez intéressant. Et après, on a aussi tout le matériel archéologique qui va être à côté, donc les sels, les fers. D'ailleurs, on a trouvé aussi des ferrures orthopédiques. Donc ça, c'est intéressant de l'Antiquité pour voir un petit peu ce qui peut être fait. Et on a aussi l'histoire de l'art qui peut venir nous aider en tant qu'historien. Donc ça, c'est tout ce qui va être étude de l'iconographie, où par exemple, sur des gravures, des sculptures, on va pouvoir essayer... si on traite ça sous l'angle du bien-être équin, par exemple, on va pouvoir essayer de déceler des expressions de bien-être ou de mal-être le plus souvent des chevaux à certains moments donnés. Comme il n'y avait pas forcément la photo à toutes les époques, on se dit que ce que les artistes représentaient, c'était souvent ce qu'ils pouvaient voir au quotidien. Et du coup, ça nous donne aussi des indications sur les conditions de vie des chevaux. Alors c'est hyper intéressant de parler justement bien-être parce que du coup... pourquoi, pour toi, ça va être intéressant, même essentiel d'ailleurs, d'aborder l'histoire du cheval avec un angle bien-être, même si tu m'as dit que le mot était anachronique, mais en quoi ça peut être essentiel, justement? Euh, bon, déjà, c'est sûr que c'est essentiel. J'aimerais juste revenir du coup sur la définition du bien-être équin. Donc, actuellement, c'est déjà une définition qui est assez subjective, qui va dépendre aussi de notre fonction dans la filière équine. On va pas tous avoir le même regard sur le bien-être équin. Donc, forcément, à l'époque, c'est encore plus difficile de le définir. Et je pense sincèrement que la notion de bien-être, on peut plutôt la relier à tout ce qui va être bien-traitance, maltraitance. Mais tout de même, on a quand même des indices qui nous montrent que parfois, on pouvait être attentif à cette notion anachronique de bien-être. Par exemple, pendant les Lumières, donc 18e siècle, on va encourager les cavaliers à faire usage de leurs chevaux avec mesure, pour les citer, donc en disant qu'il ne faut pas qu'ils soient épuisés, au contraire, il faut qu'on les préserve. Pareil, à partir des mêmes années, même si on a déjà quelques exemples pour l'Antiquité, mais surtout 17e, 18e siècle, on va aussi avoir beaucoup de débats pour savoir si le cheval, c'est un être sensible. Donc, est-ce qu'il est doué de raison? Est-ce que c'est un être humain, enfin un être vivant qui est comme un être humain? Donc ça, ce sont vraiment des questionnements qui vont progressivement mettre en place quand même l'idée de bien s'occuper des chevaux parce qu'ils sont un peu comme nous. Donc au final, le terme de bien-être actuel, c'est quand même une invention assez récente, mais qui revient sur des préoccupations qui sont quand même assez anciennes. Donc c'est pas idiot du tout de s'interroger sur l'histoire des chevaux avec un angle du bien-être. C'est juste qu'on va pas avoir ce terme-là de bien-être qui va être écrit dans les documents jusque dans les années 1970-1980. Et du coup, pour les intérêts du bien-être, je dirais qu'il y a 3 intérêts principaux. Le premier, ça va être d'éviter l'invisibilisation du sujet, puisque déjà le sujet cheval, on va dire, est mal vu par les historiens scientifiques. C'est considéré comme un sujet, qui n'est pas forcément très intéressant et qui ne va pas apprendre grand-chose, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, ça va être, un deuxième gros argument qui pour moi est vraiment le principal. Ça va être aussi de remettre l'église au milieu du village, dans le sens où souvent l'histoire peut être utilisée comme un argument marketing. Là, du coup, dans le cadre du bien-être, on peut avoir des dérives ou des réappropriations de la question. Par exemple, une marque qui va dire nous, on utilise cette argile-là ou cette méthode-là de soins parce qu'à l'époque, on utilisait déjà celle-ci, alors que c'était absolument pas le cas. On peut avoir aussi des associations, par exemple des associations de défense de telle discipline ou de telle école d'équitation, on va dire, de telle tradition d'équitation plutôt, qui vont dire nous on revient sur ces méthodes-là parce qu'à l'époque ces méthodes-là elles étaient bien, elles respectaient le cheval, etc. Donc il y a toute cette question de remettre en cause aussi par le biais de l'histoire du bien-être et par le biais de l'étude des chevaux tout simplement, de remettre en question ce qu'on peut dire actuellement des chevaux et la manière dont on utilise cette notion de tradition, cette notion d'histoire qui est quand même assez souvent utilisée comme argument d'autorité dans le milieu équestre. Et la troisième chose, je pense, c'est que la notion de bien-être, de cette étude du bien-être dans l'histoire, c'est quelque chose qui est aussi important parce que les chevaux servent d'une certaine manière de miroir
pour notre société, c'est-à-dire que de manière générale, on montre, les chevaux, la manière dont ils étaient traités montre aussi l'évolution des connaissances scientifiques, des connaissances en hygiène, des connaissances en éthologie qu'il y avait dans la société, mais montre aussi ce que la société pouvait tolérer en termes de violence. Ou en termes de maltraitance. Donc on a un petit peu aussi ce cheval miroir qui va nous renseigner sur les relations entre les hommes et les chevaux. Donc, c'est ce qu'on qualifie en sciences de relations anthropo-équines, pour nous permettre aussi de voir ce qu'on a bien fait à l'époque et de voir aussi ce qu'on a mal fait à l'époque et s'en inspirer pour essayer d'améliorer les choses au jour d'aujourd'hui. Alors justement, si on repart dans les sociétés anciennes, par rapport à justement ce que tu nous expliquais, comment le cheval il était perçu? Est-ce que c'était un simple outil de travail, voire les chevaux de guerre, etc. Ou c'était quand même un véritable compagnon? Alors, ça dépend de trop de choses pour pouvoir donner une réponse claire, nette et précise. Ça va dépendre des civilisations, ça va dépendre de l'ère géographique, ça va dépendre de la temporalité aussi, parce que forcément, entre l'Antiquité grecque et la France au 19e siècle, en milieu urbain, on va pas du tout avoir la même relation au cheval. Donc, sinon, je pourrais passer 3 heures juste pour faire un panorama de ça, mais pour répondre de manière générale, dans tous les cas, les chevaux ont toujours été vus comme un pilier de la société, voire même comme un pilier institutionnel. Par exemple, dès le 5e siècle de notre ère, on voit des textes juridiques qui mettent en avant la présence des chevaux et qui les placent vraiment au cœur d'un système judiciaire en disant si un tel vole un cheval, il doit être condamné à ça, ça et ça, ce qu'on ne va pas avoir forcément pour d'autres objets du quotidien ou pour d'autres animaux. Donc voilà, c'était quand même des animaux qui étaient assez importants dans la société, où on en avait besoin, donc il y a quand même une notion d'utilité. Ensuite, on a même la présence de chevaux qui vont être déifiés, donc on va les placer au rang de dieux, on va les diviniser, comme c'est le cas par exemple pour l'Égypte antique, pour l'Antiquité grecque, avec la figure de Pégase, qui est quand même très connue, où en fait on va avoir vraiment les chevaux qui vont être très importants dans la société humaine et qui vont être aussi très importants dans la société de l'au-delà. Donc il y a un petit peu cette double dimension qui montre vraiment l'importance des chevaux. Et puis tout simplement, il y a un auteur que j'aime bien, alors c'est fin du XVIIIe siècle, qui dit que les chevaux sont utiles à tout le monde et que c'est le seul animal qui peut être associé à cette définition de utile à tout le monde, tout simplement parce que le cheval, on le retrouve dans toutes les sociétés. Il peut servir aussi bien pour le labourage pour les populations les plus pauvres rurales, mais il peut être aussi utilisé par les plus grands monarques et ses écuries vont être vraiment une sorte de vitrine, de reflet de son pouvoir à lui. Donc ça montre bien que d'une manière générale, les chevaux sont présents partout et qui sont présents au quotidien. Donc effectivement, on va avoir une notion de compagnon de travail, puisque forcément, on va les utiliser dans tout ce qui va être aide au labourage et ce genre de choses. Dans les villes, ils vont tirer les voitures, ils vont aussi être utilisés pour le service de la poste, donc ils vont quand même être utilisés au quotidien. Mais ça va être aussi des compagnons de vie qui vont faire partie intégrante de certaines classes sociales. Et d'ailleurs, juste pour spécifier, là, nous, on parle essentiellement des chevaux domestiqués, puisque ce sont ceux qui ont laissé le plus de traces dans les archives, forcément, puisqu'il y avait des relations avec les hommes. Mais à ces époques-là, on a aussi beaucoup de chevaux sauvages, même en Alsace, encore au XVIe siècle, on en avait. Des chevaux sauvages qui, eux, vont laisser moins de traces dans les archives, mais qui vont être aussi très importants et qui vont montrer à quel point, en fait, la civilisation des chevaux et la civilisation humaine vont quand même assez facilement cohabiter. Et justement, on parle de chevaux sauvages. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu plutôt les ressources assez classiques, j'ai envie de dire que tout cavalier a pu regarder. On va parler notamment des chevaux de Przewalski, ce genre de choses. Mais du coup, il y avait des chevaux sauvages aussi en France. Oui, alors notamment pour la fin de l'époque médiévale jusqu'à époque moderne, on avait en fait un système d'élevage qu'on appelait les haras, mais qui n'étaient pas les haras au sens comme on l'entend maintenant,
où en fait c'était vraiment un élevage en semi-liberté, où les chevaux vivaient en continu dans les forêts, en liberté totale. Et donc ça, c'est ce qu'on peut aussi qualifier parfois de chevaux sauvages, parce que pendant des mois, voire des années, ils pouvaient ne pas voir d'humains. Donc on les qualifiait de chevaux sauvages. Et c'est vrai qu'en Europe occidentale, bon, moi je travaille plus sur la France, donc surtout dans le cadre de la France, ces chevaux sauvages-là, c'était des chevaux qui ont été un tout petit peu domestiqués, mais qui n'étaient pas utilisés, qui n'étaient pas débourrés, qu'on n'utilisait pas, ce genre de choses. Et de temps en temps, on allait en prélever juste quelques-uns dans le troupeau, et on allait ensuite les prendre pour les débourrer et pour les utiliser. Mais c'est vrai que on n'a pas la même notion de cheval sauvage entre ce qu'on a par exemple pour le cheval de Przewalski, ce qu'on peut avoir aussi pour certaines races régionales, et ce qu'on peut observer en France au XVIe siècle. Ok. Et alors justement, c'est une question très large parce que c'est vrai qu'en fait, en soi, tout est intéressant. Donc, j'avais pas envie de catégoriser une seule partie de l'histoire, mais dans tout ton travail de recherche, quel exemple de bientraitance ou de maltraitance dans l'usage quotidien du cheval t'a profondément marqué? Alors, je pense que j'en ai deux. Il y en a un qui est en rapport avec mon mémoire de recherche en master et l'autre qui est en rapport avec ma thèse. Donc, c'est très franco-centré et époque moderne. Mais pour ce qui est du travail, du travail qui pouvait exploiter potentiellement les chevaux, j'avais le cas, par exemple, en Lorraine, fin XVIIIe siècle, d'un cheval qui avait été rendu borgne parce qu'on lui tapait trop dessus. C'est un service de poste qui s'était fait arrêter pour ça, parce qu'on maltraitait tellement le cheval qu'un jour, en lui donnant un énorme coup sur la tête, on l'a rendu borgne. Donc ça, c'est un acte vraiment de malveillance et de maltraitance le plus total. Et ça a été consigné, donc ça veut quand même dire que ça pouvait choquer encore pour cette époque-là. Et ça, c'est vraiment un cas qui, moi, m'a un peu perturbée parce que je me suis dit, on en est à ce point-là, à rendre un cheval infirme juste en lui tapant sur la tête. Et le deuxième cas, c'est un cas un petit peu plus général, mais là, moi, en travaillant sur l'administration des haras, c'est vrai que je vois des choses dans les sources qui parfois sont assez dures à lire. Par exemple, pour la province du Languedoc, c'était dans les années 1715, on parle de juments qui sont abusés par les étalons. C'est quand même une formulation qui est assez lourde. On se demande comment est-ce qu'on peut infliger ça à un animal. Et l'administrateur explique que tout simplement, en fait, les juments ne voulaient pas être saillis par les talons et donc on les forçait à se faire saillir. Donc il y a une vraie violence à la fois mentale et physique du cheval. Et ça, moi, c'est un exemple aussi qui m'a pas mal marqué. Après, des exemples comme ça de maltraitance, il y en a plein dans l'usage quotidien. Moi, c'est pas forcément l'époque sur laquelle je travaille, mais pour le 19e siècle, on avait un historien, Daniel Roche, qui disait que la ville est le tombeau des chevaux parce qu'avec le service des voitures, enfin les voitures hippomobiles, on avait des violences qu'on n'avait encore jamais connues auparavant, avec des chevaux qui, pendant les révolutions industrielles, faisaient partie intégrante du processus d'industrialisation. Par exemple, ils étaient descendus dans les mines. Ensuite, c'était encore eux qui tractaient le charbon qu'on enlevait. Donc quand même des choses qui étaient extrêmement physiques pour eux et extrêmement compliquées, avec des violences qui ont même choqué les contemporains. Et si d'ailleurs la SPA a vu le jour au 19e siècle, c'est pas anodin. C'est tout simplement parce que les gens étaient outrés de voir dans les villes à quel point les chevaux pouvaient être maltraités. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez choquant. Et pour donner un deuxième exemple général, quand on va dans les muséums d'histoire naturelle, qu'on regarde un petit peu les squelettes de chevaux, faut faire un petit peu attention, mais généralement, les chevaux ont des conflits du processus épineux. Donc, ils ont des vertèbres qui se chevauchent, qui sont soudées. Et ça, généralement, quand ce sont des chevaux qui étaient utilisés auparavant, ça montre qu'on a eu un vrai souci, soit parce qu'ils étaient trop exploités au tirage, soit parce qu'ils étaient trop exploités à la monte. Et c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est dur parce qu'on voit que l'utilisation abusive de l'humain
sur le cheval, elle est inscrite directement dans le corps, dans le squelette du cheval. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez dur. Après, il me semble que tu m'as posé la question aussi pour la bientraitance. Je pense que moi, ce qui m'a le plus surprise quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est de voir qu'au Moyen-Âge et à l'époque moderne, alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de bientraitance non plus, mais à ces époques-là, on ne mangeait pas les chevaux. En Europe occidentale, du moins en Europe chrétienne, on avait ce qu'on appelle l'interdit hypophagique. Donc on avait interdiction de manger les chevaux, et c'est vrai qu'on a souvent l'image au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, on se dit les chevaux, quand ils avaient fini d'être utilisés, on les envoyait à la boucherie pour les manger, et en fait pas du tout. Ces chevaux-là, alors on a quelques cas de retraite, mais bon, généralement ils étaient quand même utilisés, alors moins vers la fin de leur vie, mais ils étaient quand même utilisés. Mais on n'avait pas on n'avait pas de service de boucherie, on n'avait pas un envoi massif à la boucherie, un grand centre de mise à mort, on n'avait pas ça. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant et assez original quand même pour être souligné. Ouais, c'est vrai parce que souvent on entend justement que, comme tu dis très bien, oui, on mangeait les chevaux, etc. Et au final, pas du tout. Donc en fait, comment on pourrait dire, cet engouement, on va dire, pour la viande chevaline est peut-être arrivé plutôt après-guerre. Et puis aujourd'hui, on voit qu'elle est en grand déclin. Justement, à partir de quelle période on peut à peu près voir un grand changement quant au bien-être des chevaux, ou vraiment... Alors, c'est un peu compliqué comme question parce que d'un côté, tu nous expliques qu'au final, le cheval a toujours eu une place importante et a toujours eu quand même, entre guillemets, des bons traitements à certaines périodes. Mais est-ce que toi, tu as pu observer justement un moment où là, il y a eu vraiment un grand changement dans la place du cheval et de son confort, sa santé et de son bien-être ? Alors, très honnêtement, je suis désolée, je vais pas pouvoir te faire une réponse très claire. Je pense que ça dépend de trop de choses de nouveau pour pouvoir donner une réponse, dans le sens où un cheval, par exemple, je sais pas, dans gentilhomme au XVIIIe siècle, vivra peut-être mieux que certains de nos chevaux de sport actuels. À l'inverse, un cheval de paysan au XVe siècle qui vivait au pré était peut-être plus heureux qu'un cheval dans l'écurie de Louis XIV à Versailles. Donc il y a aussi vraiment une dimension qu'il ne faut pas oublier, qui est vraiment cette dimension sociale, à qui appartenaient les chevaux, qui va vraiment redéfinir la question du bien-être et la question de l'utilisation et de la bientraitance des chevaux. Et en fait, à chaque époque, on avait du pour et du contre. À la préhistoire, par exemple, pour sortir un petit peu de l'histoire classique, on avait un mode de vie qui était plutôt sympa, puisque les chevaux étaient en liberté dans les steppes, mais à côté de ça, on avait une relation prédatrice avec l'homme, qui commençait tout doucement la domestication du cheval, à l'origine pour le manger. Donc c'est pas forcément un gage de grande confiance entre eux. Pendant l'Antiquité, on va avoir le développement des méthodes dites hippiatriques. Donc l'hippiatrie, c'est quoi ? C'est toute la science vétérinaire autour du cheval. Donc c'est tout ce qui va être soins, donc soins préventifs. On va par exemple faire des cataplasmes d'argile aux chevaux à partir de ce moment-là. Les Romains par exemple utilisaient l'huile de cade pour éviter les pourritures de fourchettes, donc des méthodes qu'on utilise toujours maintenant. Si on part un petit peu du côté de l'Orient, on avait du shiatsu et autres méthodes holistiques qui visaient à améliorer le bien-être mental et physique du cheval. Donc on peut dire que là c'était un âge d'or un âge d'or du bien-être équin, et il y a eu des grandes avancées, mais de l'autre côté, on avait une surexploitation des chevaux qui mouraient hyper jeunes dans des conditions qui étaient généralement assez horribles. Au Moyen-Âge, on n'a pas d'hypophagie, donc on ne mange pas de cheval, donc ça c'est quand même une avancée, entre guillemets. L'animal est considéré autrement qu'une vache, par exemple. Mais à côté de ça, on a une surexploitation dans certains milieux, on a des connaissances vétérinaires qui sont assez limitées quand même, donc on ne peut pas soigner correctement les chevaux. À l'époque moderne, par exemple, on va avoir une équitation qui se veut un petit peu plus juste, quoique souvent éthiquement discutable. Mais de l'autre côté, on a le début des courses hippiques. Donc, on a de nouveau quelque chose de mieux et quelque chose de moins bien. Et pour l'époque contemporaine, comme je le disais tout à l'heure, on a la création de la SPA, il me semble que c'est en 1845, mais la création de la SPA qui, en fait, fait écho à des maltraitances absolument terribles sur les chevaux.
Donc c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, dans chaque période, on a du très bon, on a des grandes avancées, mais on a aussi du recul sur certains éléments. Et au final, c'est le cas maintenant. On peut voir des choses exceptionnelles, comme on peut voir des choses absolument terribles au niveau du bien-être et du respect des chevaux. Donc c'est un petit peu difficile de donner une réponse claire. Mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas non plus à juger en tant que cavalier ou propriétaire de chevaux actuellement. On n'a pas forcément à juger les actes qui ont pu être commis par d'autres civilisations parce que c'était pas les mêmes nécessités. Comme dit tout à l'heure, le cheval, c'était un objet de travail. C'était un animal qui devait être rentable, même si, voilà, dans certains contextes, c'était un animal de compagnie et c'était un animal pour montrer son prestige. Mais à l'origine, pour les classes laborieuses, c'était avant tout ça. Et voilà, il y avait un autre rapport avec les chevaux qu'on peut pas se permettre, nous, en tant que cavalier actuel ou en tant qu'historien, de juger. Voilà. Donc finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas une période de l'histoire pire qu'une autre, en fait, finalement, concernant le bien-être du cheval. Non, je pense pas. Après, bon, je pense que ça dépend aussi des cas particuliers qu'on va étudier. Moi, par exemple, en ne travaillant que sur les haras royaux, donc dans les années, 1700, 1800, 17e, 18e siècle, pardon, je pourrais dire que c'est une grande période de recul du bien-être équin parce que les chevaux vont être obligés de saillir et d'être saillis, parce qu'on va avoir énormément d'avortements de juments qu'on va remettre directement à la saillie, parce que les chevaux sont confinés dans des écuries qui sont généralement insalubres, dans lesquelles il n'y a pas de ventilation d'air et dans lesquelles, où les chevaux ne sortent jamais, il n'y a pas de paddock, il n'y a pas de pré, il n'y a rien du tout. Mais à côté de ça, on a quand même des avancées vétérinaires qui sont assez importantes. Et disons que j'ai pas assez travaillé en profondeur, comme le fait qu'on soit historien, on est souvent très centré uniquement sur un sujet pendant quasiment toute notre carrière. Mais j'ai pas forcément d'exemple aussi bien travaillé dans une autre civilisation, à une autre période, dans une autre classe sociale, pour voir un petit peu comment ça pouvait être. Mais c'est pour ça que je préfère être précautionneuse en disant que je pense qu'il y a du très bon dans chaque période et il y a aussi du très mauvais, comme on peut le voir encore maintenant. Et c'est ça qui est justement hyper intéressant, et le pourquoi, alors pour plein de raisons, mais notamment pour celle-ci que je voulais absolument faire un épisode avec toi, puisqu'en fait, tu déconstruis un petit peu tous les mythes qu'on peut avoir où nous, on va, pour la plupart en tout cas d'entre nous, je pense, s'imaginer que, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais à l'époque médiévale, c'était de la torture pour les chevaux, à cette époque-ci, c'était génial, etc. Alors qu'en fait, finalement, non. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que le cheval a toujours eu une place dans la société humaine, et une place noble au final. Enfin, il a finalement toujours eu cette étiquette cette représentation, on va dire, plutôt de la noblesse. Maintenant, est-ce que le mode de vie d'un cheval variait vraiment beaucoup selon son statut? Par exemple, si c'était un cheval, je sais pas, de roi, de guerre, de paysan, etc. Quelles sont les grandes différences, on va dire, qu'on peut observer? De façon générale, évidemment. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même quelques différences, effectivement. Déjà, le mode de vie. Alors, pour les chevaux le cadre de vie plutôt. Pour les chevaux qui vont être destinés au labourage, alors ça va aussi beaucoup dépendre des régions. Là, je vais rester centrée sur la France pour l'époque moderne. Je pense que ce sera plus simple. Mais ça va dépendre aussi des provinces. Généralement, les chevaux vivaient dehors. Alors pas forcément tout le temps, parce qu'il y a la menace des loups, il y a la menace des vols, il y a plein de menaces différentes. Surtout que sous l'administration des haras royaux, par exemple, on n'a pas le droit d'avoir un cheval entier qui ne soit pas castré dehors s'il n'a pas les deux postérieurs qui sont attachés ensemble. S'il n'est pas entravé, voilà, je cherchais le mot. Parce que sinon, il risque d'aller saillir les juments. Qui, elles, sont pleines des étalons royaux ou des étalons qui ont été approuvés par le pouvoir royal pour la reproduction. Mais de manière générale, c'est vrai que, par exemple, les poulains, quand j'ai des documents qui parlent de poulains, les poulains, par exemple, vivent dehors. Donc, c'est quand même un cadre de vie, je ne vais pas dire qu'il soit forcément parfait, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les dalles stabilisatrices en Bretagne quand il pleuvait. Mais en tout cas, on avait quand même des conditions de vie qui, je pense, n'étaient pas si mal.
Retrouve la suite de cet épisode avec Camille la semaine prochaine et d'ici là, n'hésite pas à regarder nos autres épisodes sur la chaîne de Kirei. Si cet épisode t'a plu, aime, commente, partage et surtout abonne-toi pour ne rien louper.